Bonjour à tous, ici Nathalie Valentin, coach en amour de soi et aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir sur ma chaîne Maïlan Ripoche, qui est coach aussi et qui est guerrière pacifique. Maïlan, est-ce que tu veux dire quelques mots pour te présenter? Ouais, coucou, Nathalie, déjà merci pour ton invitation. En fait, ouais, tu as très bien résumé, ce que je faisais. Donc je suis coach et conférencière, aussi. Puis j'ai une communauté, qui s'appelle, Les Guerriers Pacifiques. Donc pour ceux qui connaissent, qui est issu du roman initiatique de Dan Millman qui s'appelle Le Guerrier Pacifique, qui est moi le livre qui a changé ma vie quand j'avais 20 ans. Et du coup, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, je me suis dit: Comment je vais appeler mon site, ma société, tout ça?» Et je me suis dit: En fait, je vais rendre hommage, moi, au livre qui a vraiment transformé et bouleversé, ma vie, donc Le Guerrier Pacifique. Et donc je vais m'adresser à toutes les personnes et je vais essayer de ouais, de toucher, de m'adresser, de réunir toutes les personnes que ce livre a touchées. Il y a aussi le film, mais ça n'a rien à voir. Et dans, en tout cas, dans la philosophie, touche. Et donc, du coup, je me suis dit: Voilà, je vais m'adresser aux guerriers pacifiques. Et donc, du coup, aujourd'hui, je transmets, alors dans mon métier de coach, j'aide les gens à devenir maîtres de leur vie et à se choisir, à se dire oui sans compromis. Et j'expliquerai peut-être, un peu plus tard, ça veut Mmh. dire quoi, en fait, se dire oui, sans compromis. Et et puis à travers mes vidéos, je transmets, des clés de, je veux dire, de spiritualité incarnée, de sagesse, concrète. Donc voilà, comment mieux vivre, sa vie avec ses hauts et ses bas, comment mieux s'accepter, comment mieux s'aimer, comment surfer sur les vagues de la vie tout simplement, et comment être plus aligné, plus heureux, dans sa vie en général, en fait, tout Mmh. simplement. OK. Donc moi, je vais me présenter aussi en quelques mots. Donc, comme je l'ai dit, je suis coach en amour de soi et moi, je travaille énormément avec les enfants non désirés. Donc je donne une rapide, définition de l'enfant non désiré pour ceux qui ne le savent pas ou qui me tombent sur cette vidéo pour la première fois. En fait, un enfant non désiré, c'est simplement une naissance qui n'était pas programmée par l'un ou les 2 parents, ou l'un ou les 2 parents auraient aimé un enfant du sexe opposé. Voilà, si tu réponds à un ou 2 de ces critères, tu es un enfant non désiré. Alors ça veut pas du coup, enfant non désiré parce que moi, je suis aussi une enfant non désirée, mais pendant longtemps, je ne me définissais pas comme telle parce que j'ai été très aimée de mes parents et mes parents se sont très bien occupés de moi. Je n'ai pas vécu de maltraitance, quelconque et en fait, ça n'a rien à voir, quoi. Un enfant non désiré, voilà, c'est très factuel et c'est pas parce qu'on est un enfant non désiré qu'on a été mal aimé de ses parents ou maltraité de ses parents. Hem alors ça arrive parfois, il y a aussi bien sûr des histoires, beaucoup plus tristes, mais voilà. Mais néanmoins, même si entre guillemets «tout s'est bien passé pour nous ensuite», en tout cas pour le mieux, les enfants non désirés ont quand même généralement beaucoup de mal, à s'aimer eux en priorité. Ils vont surtout aller chercher l'amour et la validation chez les autres et c'est pour ça que j'ai invité, Maïlan, à ce qu'on discute ensemble. C'est plus, on va dire, une conversation qu'une interview parce qu'elle parle beaucoup de se choisir, se dire oui inconditionnellement, et cetera. Et je me suis dit qu'elle avait sans doute des clés à donner, aux enfants non désirés, heu, peu importe leur situation. J'ai beaucoup aimé aussi quand tu as dit à surfer sur les vagues de la vie parce que je dans ma co du coup, j'ai aussi un groupe privé Facebook qui s'appelle «Guérir, de la blessure d'enfants non désirés» et dans mon groupe, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui vivent très mal le fait d'avoir été non désirées et qui s'accrochent à ça et qui n'arrivent pas forcément à lâcher, tu vois? Et du coup, ça leur crée de la souffrance, j'ai envie de dire inutilement et Mmh. bon, c'est dommage pour ça. Comment toi, tu vois les choses? Comment faire pour se dire oui inconditionnellement? Mmh. Déjà, il y aura plein de choses à dire. Déjà, j'ai envie de rebondir aussi sur ce que tu as dit, et je suis d'accord aussi avec toi. C'est pas parce qu'on a été non désiré qu'on n'est pas aimé. Mmh. Et ça, peut-être que les personnes, qui nous écoutent, c'est vraiment peut-être important de peut-être distinguer les 2. Après, généralement, on le sait, on le sent, mais en tout cas, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas été désiré qu'on n'est pas aimé. Moi, par exemple, j'ai été attendue comme, mes parents pensaient que j'étais un garçon. C'est pas forcément qu'ils voulaient un garçon, Mmh. mais à l'échographie, en fait, je montrais que mes fesses. Déjà, mon petit côté rebelle: «Tu sauras pas!» Et jusqu'au bout, et donc surprise, je suis une fille. Et donc j'ai été attendue comme un garçon. Mmh. Et donc peut-être que sur un certain plan, on pourrait dire que j'étais pas attendue ou pas désirée comme une fille.
En tout cas, aujourd'hui, je le vis pas comme une souffrance. Par contre, je sais que j'ai été désirée comme enfant, donc c'est vrai que c'est différent de des personnes qui sont un petit peu: «Ah, surprise, c'était pas attendu». Du coup, on n'arrive pas dans la vie avec, avec les mêmes bagages, en fait. Donc pour moi, ouais, c'est important, ce que tu dis de dissocier le fait d'être non désiré et l'amour de nos parents, c'est 2 choses différentes. Mmh. Heu et puis, alors après j'ai peur de partir un peu loin, mais ce qui me vient aussi là, tu vois, spontanément, c'est alors peut-être que ça va, faire bizarre à certaines personnes, mais c'est pas grave, de toute façon je suis là pour dire, moi ma Oui, ton vision point de des vue. choses, Oui. mon point de vue, mais je crois fondamentalement que sur un certain plan, on a fait le choix de ne pas être désiré pour faire l'expérience sûrement et certainement, j'en suis convaincue, de l'amour inconditionnel de soi. Et quand je dis: «On a fait le choix», je parle au niveau de l'âme, puisque dans ma vision des choses, en fait, on est, surtout, une âme incarnée dans un corps. Mmh. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière et dans un corps, et donc la naissance, c'est pas le jour de notre de l'accouchement. En fait, on est finalement, on ne sait même pas quand est-ce qu'on est vraiment né. En tout cas, Mmh. notre âme est immortelle, et donc notre âme a choisi, on a choisi chacun de notre niveau, qu'on en ait conscience ou pas, notre incarnation, notre famille et notre histoire. Et bah, même si ça peut être un peu dur à avaler en disant: «Mais pourquoi j'aurais choisi ça? Pourquoi j'aurais choisi la souffrance?» Justement pour pouvoir la transcender et pour pouvoir faire l'expérience, de l'amour. Parce qu'en tout cas, moi, j'en suis convaincue aujourd'hui, on est venu sur terre pour vivre l'expérience de l'amour. Ça ne veut pas dire vivre dans un état de béatitude permanente, ça veut dire retrouver finalement le chemin de l'amour originel, en fait. Mmh. Et du coup, pour ça, on a besoin de passer par des épreuves, et certains aussi, plus ou moins difficiles, pour pouvoir à un moment, retrouver la source, en fait. Donc peut-être que je pars un petit peu loin, mais en tout cas, là, c'est ce qui me vient, tu vois, spontanément. Mmh. C'est en tout cas sur un certain choix, sur un certain plan, pardon, nous avons décidé de la famille dans laquelle on s'est incarné, et donc on a fait le choix de ne pas être désiré. Ouais, je te rejoins totalement là-dessus. C'est vrai que moi, j'en parle pas encore forcément énormément dans ma communauté, mais en fait, c'est bien que tu sois là et que tu l'abordes. Je l'ai peut-être évoqué parfois, mais même du coup, sur ce plan-là, moi, ce que je pense aussi, c'est que les parents, enfin les âmes des parents ont aussi choisi d'avoir un enfant. En fait, que de laisser l'âme venir s'incarner dans leur famille, c'est juste qu'ils n'en ont pas conscience aussi. Ça, c'est aussi enfin, quelque chose que j'ai entendu dire et auquel je crois aussi, hein. Je ne sais pas si tu as entendu parler des constellations familiales, mais là, je commence un peu à m'y intéresser. J'ai une amie qui est en train de se former en constellation et elle m'a dit: «De toute façon, pour qu'une âme vienne s'incarner, il faut énormément d'amour. Que Mmh. les géniteurs ou les parents en aient conscience, pardon, ou pas. Mais il Mmh. faut énormément d'amour et pour qu'une âme puisse venir s'incarner et peut-être aussi, j'aime beaucoup aussi quand tu dis on vient ici pour faire l'expérience de l'amour, en fait, sur terre. Parce que, enfin déjà pour moi je suis encore une fois d'accord avec toi. Non mais bon, en tout cas, je vais sans doute pas créer de débat aujourd'hui avec toi. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Mais, et c'est vrai que l'ego nous maintient beaucoup dans cette illusion, en fait. Et justement dans cette illusion de: «Je ne suis pas désiré, donc je ne suis pas aimé». Il y a beaucoup d'enfants non désirés qui font malheureusement cet amalgame-là parce que peut-être qu'ils ont vécu des maltraitances aussi. Enfin, les personnes que j'ai entendu dire ça, c'était surtout des personnes qui avaient, véc enfin, soit les parents se sont pas beaucoup occupés d'eux ou soit ils ont vraiment vécu des maltraitances physiques ou psychologiques. Et dans ces cas-là, j'imagine que ça doit être beaucoup plus dur de voir, l'amour des parents, quoi, malgré tout. C'est vrai que c'est un sujet hyper délicat, Mmh. et c'est ce que je t'avais dit aussi quand tu m'as proposé, l'interview, c'est que, moi j'ai à cœur aussi, d'incarner mon enseignement, mon message, et je te disais, c'est un peu délicat pour moi parce que je n'ai pas vécu cette situation, en tout cas j'ai vécu plein d'autres choses,
mais pas ça, pas le fait en tout cas où j'ai jamais eu la sensation de ne pas être voulue. Mmh. Même si après c'était pas forcément évident avec mes parents, mais en tout cas, je sais que j'ai été voulue en tant qu'enfant. Donc c'est sûr que c'est difficile pour moi, enfin c'est toujours plus facile de donner des conseils quand on n'a pas vécu. Donc déjà, je voudrais poser ça, de dire que voilà, moi ce que je transmets, c'est mon expérience, ma vision des choses, mais que en tout cas, voilà, j'en ai pas fait l'expérience, j'ai pas Mmh. l'expérience de cette douleur-là, de cette souffrance-là. Donc voilà, enfin, je vais pas donner de grandes leçons OK, et je suis mal placée pour donner des leçons, en fait. d'accord. Mais mais ça n'empêche que je peux quand même donner des clés, Oui, même si j'ai pas vécu ça. Donc ouais, en fait, chaque cas est différent, mais en tout cas, après c'est qu'une question, j'allais dire, de vraiment de croyance et de vision des choses. En tout cas, moi, je crois qu'en ayant la vision que sur un certain plan, au niveau inconscient et au niveau de l'âme, j'ai choisi mon incarnation, j'ai choisi les parents qui même des parents violents, même si ça peut être inconcevable pour le mental, mais juste de dire: «Et si c'était vrai? Et si c'était vrai, qu'est-ce que ça ouvre en moi comme perspective?» en fait. Et ça permet peut-être de sortir de la victimisation dont tu parles. Je ne dis mmh, pas que ces personnes-là ne sont pas victimes de violences. Je ne suis pas en train de nier ça ou de faire du déni sur ça, mais juste de dire: «Et si mon âme avait choisi, pourquoi elle aurait choisi de vivre ça?» Déjà, je crois aussi, je suis persuadée que on ne fait l'expérience des difficultés et des souffrances que l'on peut traverser. La vie, nous met sur notre chemin uniquement des épreuves que l'on peut traverser et dont on a la force de traverser. Donc et ça, je trouve que moi, je trouve ça super, motivant. En tout cas, ça je trouve et plein d'espoir de se dire: «Si j'ai vécu, peu importe la souffrance, que j'ai vécue, le niveau de souffrance que j'ai vécu, si j'ai vécu ça, c'est que j'ai la force en moi de dépasser mmh. cette épreuve et ça, et bah, du coup, on peut dire: «Waouh!» donc j'en ai grave chié et donc du coup, bah, justement et bah, ça veut dire que ton niveau de force intérieure, ton niveau de résilience, il est à la hauteur, de ton niveau de souffrance. Et ça, moi, je le vérifie tellement et si on regarde toutes les personnes qui nous inspirent aujourd'hui dans le Mmh. monde, les personnes oui, les plus inspirantes, les leaders, chacun, que ce soit spirituel ou peu importe le domaine ils c'est tous des personnes qui ont eu une vie hyper compliquée Ouais, et c'est vrai. souvent plus compliquée que enfin, j'allais dire plus compliquée que la moyenne, ça veut rien dire, mais en tout cas une vie très difficile. Et que les personnes aujourd'hui qui réalisent les plus grandes choses, c'est les personnes qui ont vécu d'énormes souffrances. Oui, du coup, moi, ça me fait penser à Tony Robbins, bah, qui lui a eu une enfance maltraitée, qui a réussi effectivement à transcender toutes ses souffrances, à dépasser tout ça et bah, aujourd'hui, c'est un conférencier, effectivement, c'est une personne ultra inspirante qui aide énormément de monde, enfin des milliers de personnes. Du coup, ça me fait penser que je suis assez contente que tu dises tout ça, en fait. Parce que c'est ce que du coup, dans mon groupe, c'est ce que j'essaye de faire passer aussi comme message, mais je sais pas pourquoi il n'arrive pas à être entendu ce message. Alors j'espère qu'avec tes mots, il sera peut-être un peu plus entendu, on ne sait pas. Mais et notamment, il y a des posts dernièrement que j'ai partagés en disant: «Et si le fait d'être un enfant non désiré t'avait aidé à quelque chose, ce serait à quoi?» Et du coup, il y avait des personnes qui ont réussi quand même à se prêter au jeu, puis j'ai quand même quelques personnes qui m'ont dit: «Ah rien du tout!» Puis j'étais là, je fais: «Bon bah tant pis, je sais pas quoi te dire». C'est sûr que c'est hyper délicat, encore une fois, c'est Ouais. hyper, difficile de voir les choses comme ça, mais encore une fois, c'est une question Mmh, de regard et de position. On a toujours le choix, notre mmh, libre arbitre, on a le choix de dire: «Et si on m'avait fait vivre ça?» ou si inconsciemment mon âme, peu importe, appelez ça comme vous voulez, la vie, le destin, Dieu, m'a fait vivre ça, et si c'était pas pour rien? Et si c'était pas pour rien? Et si c'était pour en faire quelque chose? Si je pouvais faire quelque chose de ce que j'ai vécu, de ma souffrance, ça serait quoi? Ou ça, c'est un choix. Ou l'autre choix, c'est de dire: «Je suis une victime de la vie, j'ai pas de chance, j'ai tiré, la mauvaise carte et bah, c'est pas de bol et je suis condamnée, j'ai un mauvais karma» et cetera. Juste regarder intérieurement qu'est-ce que ça fait en vous? Et je vais être cash, hein, et je vais être hyper confrontante. Si vous choisissez enfin,
Si vous restez dans le statut de «je suis victime», encore une fois, je ne nie pas la souffrance, de ces personnes-là. Mais si de dire: «Non, bah, moi je vois franchement je vois pas, je suis juste une victime de la vie». Mais peut-être qu'en tout cas aujourd'hui c'est difficile parce que les personnes elles ont la tête dedans Mmh. et donc c'est difficile de prendre du recul. Mais la question que je pose souvent à mes clients, dans d'autres contextes, mais une question très confrontante, c'est: «C'est quoi l'avantage de rester dans cette position?» Mmh. Bien sûr, la première réponse va être: «Il y en a aucun» et presque on a peut-être qu'il y a des personnes qui auront envie de m'insulter. C'est pas grave. Mais posez-vous la question: quel est l'avantage de rester dans ma posture de victime? Quel est l'avantage, ouais, de rester dans ma posture de victime et de croire que je subis la vie et que j'ai aucun pouvoir dessus? C'est quoi l'avantage? Vous regardez la réponse et mais ça par contre, ça demande énormément d'honnêteté envers soi-même, de répondre à cette question et énormément de courage. Parce que, je vais être dure aussi, c'est plus facile de dire: «Je suis une victime et j'ai pas le choix, je subis ma vie et j'ai une vie de merde et ça va rester toujours comme ça». C'est un choix où on peut aussi avoir l'autre choix qui demande plus de courage. Ça, c'est clair parce que c'est pas le choix le plus facile de dire: «Et si je pouvais en faire quelque chose?» Moi, toutes les personnes que j'ai accompagnées et moi inclus, Mmh. toutes ont vécu des choses difficiles et elles en ont fait quelque chose. Et donc tu parlais de Tony Robbins, mais on peut prendre n'importe qui. Vous prenez n'importe quelle personne que vous admirez et dont vous connaissez un peu la vie, allez voir son parcours et vous allez faire le constat que les personnes aujourd'hui qui ont que ce soit, enfin qui vous inspirent, peu importe le domaine, ça peut être Mmh. des écrivains, des stars, des chanteurs, là j'étais en train de regarder moi la série sur, Michael Jordan aussi, The Last Dance, Mmh. où son père a été assassiné, son père était aussi très dur quand il était, enfin il était beaucoup dans la comparaison avec son frère aussi quand il était jeune et en fait aujourd'hui, il est le champion qu'il est parce que, parce qu'il a utilisé sa souffrance et notamment, le manque de reconnaissance de son père quand il était plus jeune. Il l'a utilisé comme moteur, il a utilisé sa colère Mmh. comme comme feu sacré, comme moteur pour pouvoir l'utiliser dans sa après dans sa recherche de la réussite, de la victoire et aujourd'hui, il ne serait pas, le sportif, qu'on connaît, le champion, qu'il est, sans avoir, vécu cette blessure-là et cette souffrance-là. Et si on regarde toutes les personnes aujourd'hui, moi aujourd'hui, pourquoi j'ai choisi d'être coach? Pourquoi on choisit d'aider les autres? Mmh. Mais parce qu'on a nous-mêmes souffert et moi, si j'ai choisi cette voie-là, c'est parce que moi, je voyais que quand j'étais plus jeune, que vraiment ça rayonnait pas la joie, que c'était difficile et que je me disais: «Putain, si la vie c'est ça, à quoi bon?» Et je me suis dit: «Il faut absolument que je trouve un moyen, déjà, d'aider les gens de mon entourage, Mmh. d'être plus heureux et surtout, moi, il faut que je trouve le moyen d'être heureuse parce que sinon, pour moi, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue». Et donc j'ai utilisé ma propre souffrance et je me suis dit: «Un jour» et en plus, je ne sais pas pourquoi, mais c'est assez tôt dans ma vie, je sais pas, j'avais même 10 ans, enfin, j'étais vraiment une enfant et je me souviens qu'il y avait des moments où j'étais vraiment désespérée, où j'étais triste et je me suis dit: «Un jour, j'en ferai quelque chose». Je sais même pas d'où ça venait à 10 Mmh. ans, tu vois? Mais je me disais: «Un jour, j'en ferai quelque chose. Un jour, c'est pas possible que je vive ça pour rien, tout ça pour rien, en fait et j'en ferai quelque chose» et aujourd'hui, je serais pas la coach que je suis, enfin, si j'avais pas vécu tout ça, en fait, et en tout cas j'aurais pas cette niaque que j'ai, si j'avais pas eu le parcours, que j'ai eu et ça, c'est valable pour tout le monde. J'ai, voilà, enfin, je suis persuadée, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, que oui, c'est une blessure profonde. Oui, ça fait mal et on nie pas ça, mais par contre, c'est dites-vous que: «Et si c'était pas pour rien? Et si vous pouviez en faire quelque chose? Qu'est-ce que ça serait?» Et de toute façon, on voit bien toutes les personnes aujourd'hui qui fondent des associations, en général, mais c'est des personnes qui ont elles-mêmes, par exemple,
des associations pour femmes battues, c'est Mmh. des anciennes femmes battues qui ont créé ces associations. Et donc c'est à chaque fois, c'est des personnes qui ont utilisé leur passé, leur souffrance, leur expérience pour en faire quelque chose. Elles en ont fait quelque chose, elles l'ont transmuté, elles l'ont ouais, elles l'ont transformé, transcendé pour faire, quelque chose, de beau et pour aider d'autres personnes ensuite. C'est une chaîne, en fait. Ouais, complètement, c'est vrai que tout à l'heure tu citais Michael Jordan, moi j'ai parlé de Tony Robbins, et j'avais c'est vrai que j'ai envie de dire aussi, c'est vrai que là on cite des exemples de noms célèbres, mais des fois c'est simplement aussi notre voisine qu'on admire pour quelque chose ou, c'est vrai qu'on peut inviter du coup les personnes à nous écouter qui nous écoutent à chercher des exemples autour d'elles de personnes qu'elles admirent et pourquoi elles les admirent. Parce que c'est vrai que les exemples aussi ça aide vachement je trouve à avancer et à se bouger à se bouger les fesses ou en tout cas à sortir de ça quoi. Oui et puis vraiment de se poser la question. Alors, après, c'est difficile, parce qu'on le voit toujours avec le recul. En tout cas, moi, je peux te dire qu'avec le recul, je ne suis pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Et regardez avec, avec le recul, les décisions que vous avez prises suite à des souffrances, suite à des difficultés, suite à des grosses claques que vous avez prises, Mmh. dans la vie. Qu'est-ce que ça vous a poussé à faire? Quelle qualité, quelle compétence, quel savoir-faire ou quelle rencontre ça vous a permis de faire, en fait, derrière? Et moi, je suis persuadée, en tout cas, c'est ma vision des choses, j'ai un côté, finalement très optimiste, mais c'est plus que de l'optimisme, en fait, j'ai une foi inconditionnelle en la vie, en fait. Mmh. Et je sais qu'à chaque fois qu'une porte se ferme, qu'il y a un coup dur, que je me prends le chou avec quelqu'un, c'est une opportunité pour moi de grandir, de découvrir une autre facette de moi, de grandir, d'évoluer. Et donc, donc voilà, donc posez-vous aussi la question, qu'est-ce que vous avez développé suite à des difficultés? C'est les chats. Les chats sont des stars, hein. Hop, je le descends comme ça, c'est réglé. Donc c'est ce que j'avais envie de dire, c'est que peut-être aussi regarder les qualités, les compétences, peut-être les rencontres, les décisions que vous avez prises suite à des difficultés. Moi, Ouais, le c'est nombre vrai. de personnes aussi, par exemple, on va prendre les relations amoureuses, Oui. les personnes qui, bien sûr, sur le moment, tu te fais larguer, tu es au fond du trou, tu es au bout de ta vie, tu en peux plus et tu as l'impression que c'est la fin du monde et que ton monde va s'écrouler et que, et plusieurs, mois ou plusieurs années, plus tard, tu rencontres une personne finalement qui te correspond beaucoup mieux et là, tu as juste envie de remercier la personne qui t'a largué et donc et c'est comme ça pour tout, en fait et en tout cas, moi, je sais que quand il m'arrive, des tuiles ou des coups durs, je me dis toujours: «Je fais pas du déni», je me dis: «Waouh, là, c'est dur, franchement, c'est Mmh. dur, mais je sais qu'un jour, je remercierai ce moment. Alors, attention, il y a des situations où bien sûr, et on peut pas, enfin, c'est difficile et voilà. Enfin, après, chacun fera preuve, j'espère, de discernement en écoutant cette vidéo. Mmh. Selon les situations et les cas, la perte d'un enfant, bien sûr qu'on ne peut pas dire oui, un jour je remercierai le jour où j'ai perdu mon enfant. Voilà, on va prendre ce que je dis avec des Mmh. pincettes, avec du discernement. Mmh. Mais en général, voilà, dans la 90 des cas, on peut juste constater que c'est toujours un mal pour un bien, en fait et que la vie ne nous veut pas de mal. En fait, la vie ne nous arrive pas à nous, mais pour nous et ça, moi, c'est une phrase aussi qui m'aide beaucoup, c'est: «La vie ne m'arrive pas à moi». Ça, c'est le Mmh. victime qui Mmh. parle comme ça, mais elle arrive pour moi, elle m'arrive pour moi et donc et ça c'est responsabilisant et ça redonne du pouvoir. Aussi pour parler peut-être de mon expérience, je m'aperçois que les fois où sur l'instant j'ai l'impression de vivre un revers de fortune et c'est les fois où j'ai réussi malgré effectivement la souffrance comme tu dis parce que ça fait mal, mais c'est les fois aussi malgré la souffrance, j'avais 2 émotions qui cohabitaient donc je souffrais mais en même temps j'avais confiance en la vie, qu'il allait y avoir quelque chose de mieux en fait qui m'attendait et c'est là où ça s'est le mieux passé en fait, de malgré la souffrance, de réussir à garder cette part de confiance en la vie ou d'espoir, je ne sais pas comment le nommer exactement et c'est vrai que ça aide énormément justement peut-être à peut-être voir justement ces autres opportunités qui peuvent s'ouvrir à nous. Parce que si on est trop là, le nez sur, la souffrance ou autre, il
y a peut-être des opportunités qui vont venir, on va même pas les voir, on va les laisser passer. Par rapport à se choisir ou s'aimer de façon inconditionnelle, j'ai pas vraiment de question. Est-ce qu'il y a une chose que tu as envie de partager ou de dire, Mmh. Ouais, se dire oui sans compromis, ça veut dire quoi en fait? C'est ce que tu m'avais demandé, Ouais. Mmh. tout à l'heure. Alors, là pour le coup, je me sens légitime dans le enfin légitime sur le sujet, dans le sens où, je suis toujours en chemin par rapport à ça et donc heu et donc je sais à quel point c'est difficile de s'aimer de manière inconditionnelle et moi ça a été mon chemin et ça l'est encore et du coup, pour, aller à l'essentiel, en fait, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que pour moi, je m'étais toujours dit, enfin, j'avais toujours cru que je pourrais m'aimer que le jour où je serai enfin parfaite. Mmh. Où je et donc je passais beaucoup de temps et j'ai fait énormément de choses dans le développement personnel, dans la spiritualité et cetera, pour m'améliorer, pour être la meilleure version de moi-même, pour, voilà, pour évoluer, pour me développer personnellement et spirituellement et cetera et donc finalement, j'avais toujours l'impression que je n'étais pas assez, pas assez et qu'il fallait que je fasse toujours plus, 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 plus et que voilà et qu'une fois que j'aurais atteint le sommet, de cette immense montagne, je pourrais enfin m'aimer et je me suis rendu compte avec, mon cheminement que, que je m'étais complètement plantée et Mmh. que l'amour, avec un grand A, il est inconditionnel et inconditionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans condition et donc ça veut dire mais sans condition, c'est-à-dire sans la condition d'être parfaite parce Mmh. que je pourrais m'aimer que quand je serai parfaite, c'est un amour conditionnel, c'est pas un amour inconditionnel et c'est là où je me suis rendu compte que je me suis complètement plantée parce que tout le monde parle d'amour inconditionnel, mais qui sait vraiment de quoi on parle? Et moi, finalement, j'en parlais comme tout le monde, sans en avoir fait l'expérience. Jusqu'au jour où j'ai fait l'expérience et tu étais là, Oui, d'ailleurs. j'étais là. Donc c'était pendant une retraite avec une amie Mickaël qui s'appelait, «Qui suis-je?», Mmh. donc stage intensif de l'éveil et où j'ai eu moins un éveil parce qu'il y a plusieurs degrés et plusieurs, types d'éveil, mais en tout cas, pour moi, c'était clairement un éveil de conscience où où j'ai été littéralement, transpercée par, l'amour inconditionnel, un jour et d'ailleurs tu m'as vue, j'ai j'étais en train de réaliser en fait que je n'avais pas à choisir mon camp parce qu'en fait, juste avant cet éveil de conscience, pour raconter un peu, l'histoire, j'étais en diade donc en binôme et pendant une diade, je contacte vraiment un amour, hyper puissant en moi et je me dis: «Ça y est, j'ai trouvé, qui je suis, je suis amour» et je sens vraiment que j'ai la puissance d'amour d'une mère Teresa ou d'un Dalaï Lama, cette compassion illimitée. Je me suis dit: «Waouh, putain, je suis tellement une belle personne» et 10 minutes plus tard, je change de partenaire, de binôme et je ferme les yeux et puis j'ai des images ou c'est une méditation, je ne sais plus, d'animaux maltraités en fait, qui défilent dans ma tête. Je ne comprends pas du tout pourquoi, j'ai ça et je me vois parce que je suis très sensible à la cause animale et je me vois, bah, carrément tuer de mes propres mains le bourreau des animaux et Mmh. là je me dis: «Waouh» et je me rends compte de la violence et de la force meurtrière que j'ai en moi et je flippe et je me dis: «Waouh, mais j'ai Hitler en moi, mais vraiment, je Mmh. sens que j'ai une puissance destructrice de mort en moi, enfin un truc de hyper puissant et là je me dis: «Mais attends, qui je suis?» parce qu'il y a 10 minutes, je me racontais que j'étais, Dalaï Lama, Mère Teresa, «Ah je suis amour, na na na» et puis, 10 minutes plus tard, je me rends compte que j'ai le pire en moi et c'est là où je suis super perturbée et voilà, le temps passe un peu et arrive le temps, du petit déjeuner et je ne sais pas pourquoi, je commence à pleurer. Je sens qu'il y a un truc qui a switché, sauf que c'est pas encore arrivé à la tête, en fait et dans mon corps, il y a quelque chose se passe et je me mets à pleurer, mais d'émotion. C'est pas du tout de la tristesse, c'est Mmh. d'émotion
Puis je descends, enfin voilà, je sors dehors, vous allez tous au petit-déj et là, je m'écroule par terre. En fait, au moment où je lève les yeux au ciel, c'est ça fait ça, en fait, ça fait boum et là, c'est comme si je me sentais transpercée par l'amour divin et en fait, c'est tellement fort pour mon corps, c'est tellement intense que je en fait, j'ai tout mon corps qui se met à trembler et je tiens pas debout, donc je m'effondre par terre et c'est là où je me mets à rigoler, à pleurer en même temps et je m'en souviens, donc je voyais tout se passer, enfin, j'étais dans mon truc et puis, il y avait certains qui venaient, parce que Mmh. ils disaient: «Putain, Maïlène, elle pète un câble, ça va pas du tout» et j'entends un ami qui disait: «Non, ne la touchez pas, n'allez pas la voir, laissez-la» et qui avait compris, en fait, ce que j'étais en train de vivre. Mmh. Et je me suis dit: «Je pense que heureusement qu'on est dans un cadre sécurisé parce que là, ils allaient se dire: "Mais faut appeler l'ambulance, elle a pété un câble"». Prenez la camisole avec vous. C'est ça et et d'ailleurs, oui, toi, tu m'avais vue aussi, tu t'étais Oui, demandé, oui. tu t'es dit: «Putain, là, ça va pas du tout». Je me suis dit: «Elle passe un sale quart d'heure» et je sais plus si j'avais entendu Nana dire qu'il fallait pas aller te toucher ou quoi, mais moi j'avais toujours la dalle, alors que je devais être une des premières à sortir. Peut-être que Nana était derrière, elle souvent elle était quand même la dernière à quitter la salle et moi surtout je voyais enfin je savais pas ce qui se passait pour toi, mais je voyais que tu passais enfin de l'extérieur on aurait dit un sale quart d'heure et je me suis dit: «Non, c'est enfin je savais que c'était pas mon rôle de faire ça», qu'il y avait quand même des personnes qui encadraient et tout, qui ont l'expérience. Donc moi je les ai laissés faire, et j'ai vu rapidement Véronique arriver aussi pour t'aider, je crois, ou te dire 2-3 mots, enfin vérifier aussi parce que c'est vrai que dans ces moments-là, on peut peut-être aussi se faire mal. On ne sait pas si on tombe mal ou autre, on peut éventuellement se blesser, hein, c'est tout simplement. Donc je pense peut-être qu'elle vérifie ça. Enfin voilà, du coup, je me suis dit, enfin moi j'étais confiante que tu étais entre de bonnes mains, qu'il y avait des personnes compétentes et moi du coup, je suis pas venue te voir pour pas interférer dans le truc. Ça j'avais capté qu'il fallait pas que j'intervienne. Mmh, mmh, mmh. Et puis j'avais faim surtout. C'est les stages où j'avais la dalle quand même. Ouais, mais t'inquiète, moi aussi, au début bah, justement, j'étais une des premières à sortir aussi parce que j'étais à petit-déj et bah, non et du coup, voilà et c'est à ce moment-là où qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi je me mets à pleurer, à rigoler en même temps? C'est parce que je réalise et là, c'est pas du tout, mental, je réalise dans toutes les cellules de mon corps, d'où la réaction, Mmh. physique et où je suis, transpercée, d'amour, où je comprends qu'en fait, que je n'ai pas à choisir mon camp entre Hitler Mmh. et Mère Teresa, que je suis les 2. J'ai les 2 en moi et que cette présence-là qu'on appelle, l'univers, Dieu, l'énergie créatrice, la vie, heu, nous aime de manière inconditionnelle. Elle nous demande pas d'être une bonne personne. Mmh. Elle nous demande rien, en fait, la vie ne nous demande absolument rien et elle nous aime. Elle nous prend, je sais même pas, parce que même aimer, c'est une connotation. Elle nous prend, elle nous voit tels que nous sommes et on est profondément aimé, mais pas un amour, humain avec, des sentiments. C'est pas un amour sentimental. C'est un amour divin, c'est un amour absolu, inconditionnel, une acceptation totale de qui on est et c'est là où je me rends compte que si la vie, cette la puissance de création ne me demande rien et même telle que je suis, pourquoi moi je me fous la pression? Et que je me suis rendu compte et si on n'a pas fait l'expérience, ça peut être un peu difficile à comprendre, mais que je sois Hitler ou Mère Teresa, elle ne juge pas. La vie ne nous juge pas, en fait et c'est là où on peut dire: «Bah, attends, dans ce cas-là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, on peut flinguer n'importe qui dans la rue». Non, parce qu'il y a la loi terrestre de la loi Mmh. aussi de cause à effet et bien sûr que, si tu fais du mal, tu reçois du mal, pour Mmh. faire simple. Mais moi, je parle à un niveau absolu. Sur ce plan-là, sur le plan divin, je ne sais pas comment mieux le nommer, c on est déjà accepté, on est aimé, peu importe ce qu'on fait, en fait et donc et en fait, c'est comme si c'est la première fois de ma vie que je comprenais ce que ça voulait dire que d'être, aimé de manière inconditionnelle et c'est là où je me suis dit: «Mais je me suis tellement fatiguée à vouloir faire des pratiques et cetera pour pouvoir m'améliorer, pour devenir une meilleure personne, pour pouvoir avoir de la reconnaissance, être aimée des autres et cetera» et je me suis dit: «Mais alors que
mais je suis déjà aimée. C'est-à-dire que l'amour que je vais mendier à droite, à gauche tout le temps et qu'on fait tous à notre Mmh. niveau, mais quel enfin, entre guillemets, «quel gâchis!» parce qu'en fait, on cherche ce qu'on a déjà. On cherche les lunettes qui sont déjà là, en fait et donc donc moi, ça a été ma réalisation et j'ai compris aussi qu'en tant qu'être incarné, donc en fait, je parle du plan de l'absolu et donc l'autre plan, c'est le plan du relatif, le plan de la dualité, donc de l'incarnation et moi, en tant qu'être humain et donc en tant qu'être incarné, j'aurai toujours les 2 facettes, les 2 pôles en moi, les 2 polarités, ombre et lumière, qualité et défaut et que c'est une lutte, vaine que de vouloir, tuer le Hitler en moi. Mmh. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas trouvé comment on faisait. Le seul truc aujourd'hui qui me permet d'être beaucoup plus en paix avec moi, c'est pas de rejeter le Hitler en moi, c'est pas d'essayer de le tuer, mais au contraire, c'est tout le contraire. C'est ce que fait cette présence avec nous, c'est de le reconnaître pour ce qu'il est. Ça veut pas dire le nourrir, ça veut pas dire Mmh. me complaire dans mes défauts ou dans mes noirceurs, mais de dire: «Je suis ça aussi» et le fait de voir finalement qui on est dans notre entièreté, dans notre complétude et c'est pour ça que ce qui m'est venu, c'est plutôt que de vouloir être parfaite, cherche à être complète. Parce qu'en fait, c'est ça notre, je vais dire notre, pas notre destin, mais en tout cas, en tant qu'être humain, voilà, on est des êtres complets. On n'est pas là pour être parfait, mais au contraire d'exprimer, d'expérimenter notre complétude. Et donc aujourd'hui, je sais que j'ai une part d'Hitler en moi, mais j'ai aussi une paire, une part de Mère Teresa et que je suis les 2. Et donc, quand je vois que c'est Hitler qui pointe son nez, bon, c'est pas mon chouchou, c'est clair, mais je le vois et je dis: «Coucou, je te vois» et juste le fait de voir et de dire: «OK, pourquoi il pointe son nez? Mmh. Qu'est-ce qu'il veut exprimer? C'est quoi son besoin?» et ben, en fait, ça va le calmer. Plutôt que d'essayer de le cacher, de le mettre sous un tapis, de bien verrouiller la marmite, au bout d'un moment, la marmite, elle explose, quoi. Mmh. Et donc, aujourd'hui, je fais plus semblant. J'essaie plus de montrer, qu'une seule facette, de moi parce que souvent en conférence, je dis: «On a souvent tendance à vivre en mode hiéroglyphe», donc à montrer que son beau profil. Mais Mmh. en tant qu'être humain, en fait, on a les 2 facettes et donc plutôt que d'essayer de cacher ma mauvaise facette ou d'essayer d'améliorer mes défauts et cetera. Alors bien sûr, si on peut le faire, on le fait, mais il y a des trucs où je sais pas, aujourd'hui, j'ai pas la clé. Il y a des jours où oui, OK, je suis coach et tout, mais il y a des jours où je suis moi-même, stressée, je m'énerve pour rien, des fois je peux juger, je peux être méchante, je peux être, en fait, c'est comme si aujourd'hui, je voyais tout. Je suis à la fois gentille et méchante, généreuse et radine, bienveillante et malveillante. Je suis tout. En fait, j'ai toutes ces facettes-là qui peuvent s'exprimer à différents moments et je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais j'essaie de ne plus juger ça, de dire: «Je suis ça aussi». Mmh. Et c'est ça, accepter qui on est et s'accepter dans sa globalité, dans sa complétude, dans son entièreté, c'est c'est pas de dire: «C'est bien d'être Hitler», c'est juste de dire: «Je suis aussi ça». C'est Mmh. juste constater que j'ai aussi cette facette-là et étrangement, paradoxalement, c'est parce qu'on va reconnaître nos parts d'ombre qu'on a plus de chances finalement de les laisser se dissiper ou en tout cas, elles vont avoir moins d'ampleur, elles vont prendre moins de place, elles vont moins être, destructrices qu'en les réprimant Mmh. et donc voilà et donc pour moi, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est prendre dans les bras, c'est embrasser toutes nos facettes et donc c'est pas les réprimer, c'est pas les cacher, c'est pas les améliorer, c'est juste de dire: «Je suis aussi ça». Oui, et ce que tu viens de dire là, ça me fait aussi penser, peut-être qu'on va conclure après là-dessus parce que Ouais. ouais, ça c'est aussi que quand on a cette facette, cette ombre qui va s'exprimer en nous, c'est aussi qu'elle nous parle de nous, enfin, c'est sans doute qu'on a besoin de cette facette-là, à ce moment précis de notre vie aussi. Je veux dire, c'est un moment, je sais pas, on se juge, enfin, on dit: «Tiens, là, je suis malveillante». C'est peut-être qu'on a peut-être besoin de se protéger de quelqu'un ou d'une situation, enfin, ou je sais pas, là, c'est des exemples qui me viennent comme ça, mais de regarder aussi. Moi, je sais que,
Ça me rappelle aussi ce que dit Lise Bourbeau dans son livre «La puissance de l'acceptation», où elle dit: «Il faut accepter ce que l'on n'aime pas être pour être ce que l'on souhaite être». Et souvent, moi, je prends l'exemple de, comme tu disais, de la générosité et d'être radin en face. Et je sais que moi, il y a des fois où je suis radine sur certaines choses, où je veux pas partager, et je me dis: «OK», et puis en fait, je regarde, je me dis: «Oui, si je veux pas partager, c'est parce que là, j'en ai peut-être pas beaucoup, et j'ai envie de garder pour moi, quoi». Et quand j'ai beaucoup, oui, j'ai aucune difficulté à partager. Enfin, c'est un exemple, quoi. Mais je me laisse être radine, et ça me laisse aussi, du coup, l'opportunité d'être vraiment généreuse quand, j'ai de quoi partager. Heu, Mmh. mais oui, j'aime beaucoup quand tu parles de ça. C'est vrai qu'on a toutes les facettes en nous, toutes, 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 je sais pas, enfin, il y en a peut-être des milliers, et c'est vrai que d'embrasser et d'accepter et de reconnaître cette facette, des fois, qu'on n'aime pas trop de nous, je trouve déjà que c'est vraiment un super exercice, justement, pour se dire oui et s'accepter inconditionnellement, mais aussi de voir en quoi cette facette, finalement, pourquoi elle s'exprime à ce moment précis, quoi. Et généralement, elle est là, pour nous aider ou nous protéger, je pense, à cet instant-là. Et c'est pour ça que cette chose qu'on n'aime peut-être pas de nous s'exprime à ce moment-là. Ça peut être, si on aussi une clé supplémentaire pour, réussir à mieux s'accepter dans nos ombres, on va dire. Ouais. Exactement. Et en tout cas, il y a toujours en PNL, on dit souvent, derrière chaque comportement, il y a une intention positive, au moins pour la personne. Et c'est ça, c'est que derrière le comportement Hitler, il y a un besoin qui est pas nourri, en fait, et il y a un besoin qu'on nourrit à travers ce comportement. Et donc ça permet aussi, voilà, d'être beaucoup plus bienveillant aussi envers soi-même. Et puis des fois, moi je sais que des fois je me vois, tu vois, je me vois être désagréable, par exemple, et bah, c'est le mieux que je puisse faire à ce moment-là, 4e accord Toltec, fais toujours de ton mieux. Alors je dès il y a des jours où tu es là, «Ah ouais, si c'est ça mon mieux, c'est chaud quand même». Mais c'est le mieux à cet instant-là, en fait, et à cet instant-là, j'ai pas les moyens de faire autrement. C'est pas que j'aimerais pas, c'est que j'y arrive pas. Mmh. Et d'accepter ça aussi, quoi, de se foutre la paix. Eh ben, c'est ça. C'est ce que je dis aussi, se foutre la paix et apprendre à merder. Bah, écoute, je trouve ça super positif. Pour finir cette conversation, qu'est-ce que je du coup, est-ce que tu as envie de dire un petit mot pour la fin? Et bah, franchement, ce qu'on vient de dire, pour moi, s'aimer, c'est se foutre la paix, et je trouve que c'est le plus dur. Vraiment se foutre la Mmh. paix, de dire, encore une fois, c'est pas se contenter ou se complaire dans ses défauts, de dire: «Ouais, bah, je suis comme ça et je t'emmerde». C'est pas cette énergie-là, en fait. Mmh. C'est, je fais du mieux que je peux, c'est pas ma préférence, mais aujourd'hui, voilà, je suis comme ça avec ces facettes-là, et puis, et je me permets aussi de changer à chaque instant. Et on n'est pas obligé aussi d'être figé en disant, voilà, de se mettre dans une case en disant: «Je suis comme ça», c'est: «Je suis comme ça à cet instant-là», et dans 5 minutes, je peux être tout l'inverse. Et donc finalement, c'est de s'autoriser, à être totalement libre de d'être soi, en fait, et d'exprimer toutes nos facettes sans être figé dans un cadre, dans un moule, sur une étiquette, et juste de dire: «Je suis tout à la fois», et donc à chaque instant, je peux choisir, qui je peux être. Donc heu, donc voilà. Et puis, bah, peut-être pour terminer aussi, justement en lien, avec, ce sujet, ben, j'ai envie juste de parler, bah, de l'événement, en fait, que je crée, donc qui aura lieu, en juin, donc le samedi 5 juin 2021, donc les Guerriers Pacific Day, et le thème justement, c'est, une journée pour se choisir, se dire oui sans compromis et débrider sa spiritualité. Ah Voilà. yes! Ah bravo! Bon, je mettrai le lien en barre d'infos, tu me le donneras. Comme ça, Yes. si les gens veulent, s'inscrire ou autre. Est-ce qu'on peut te trouver ailleurs sur les réseaux ou sur internet? Yes, bah, les Guerriers Pacifiques, donc c'est, à la fois mon site internet, ma chaîne YouTube, mon compte Instagram et ma page Facebook, tout est au nom de Les Guerriers Pacifiques. D'accord, OK. Et moi, bah, vous pouvez me retrouver sur ma page qui s'appelle «Je construis mon bonheur», et aussi, ben, il y a le groupe privé Facebook «Guérir les blessures de l'enfant non désiré». Si jamais vous avez envie de le rejoindre, welcome. Bah, merci à toi Maïlan, et puis, ben, Merci à à toi. bientôt. Yes, merci beaucoup Nathalie.